À des milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer, sur les pentes mortelles du mont Rainier, 4 alpinistes audacieux ont connu un destin cauchemardesque. Après un accident spectaculaire, les 4 ont failli sombrer dans la mort. Mais tragiquement, l'épreuve ne s'est pas arrêtée là. Une mission de sauvetage audacieuse a rapidement vu les dangers croître et la catastrophe frapper à nouveau. Alors, avec cela, examinons de plus près la tragédie du mont Rainier en 2012. Je vous garantis que les rebondissements de cette histoire folle vont vous surprendre. Depuis la montagne dangereuse où cela s'est produit, l'accident incroyable qui a tout déclenché et surtout la surprise tragique qui est survenue plus tard alors que personne ne s'y attendait. Gardez à l'esprit que tout cela était bien réel et assez troublant, donc comme toujours, la discrétion du spectateur était recommandée. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là et le degré de danger insensé qui était en jeu, il faut en savoir un peu plus sur le mont Rainier et ce qui le rend si particulier. La montagne est située au centre de l'État de Washington dans la chaîne des Cascades, à environ 100 km de Seattle. La montagne a été connue sous de nombreux noms au fil des années. Dans une langue amérindienne, elle s'appelait à l'origine Tacoma, un nom aux multiples significations. Elle était décrite comme une essuie-ciel et la mère de toutes les eaux. Les deux descriptions sont assez précises. Avec ses 4392 mètres, c'est de loin la plus haute montagne de l'État. Son sommet enneigé descend vers la terre dans toutes les directions, alimentant pas moins de 9 grandes rivières qui traversent l'État de Washington et au-delà. Quand vous êtes à Seattle et que vous regardez vers l'horizon, c'est la principale chose que vous voyez. Bien qu'il fasse techniquement partie de la chaîne des Cascades, quand vous le regardez, il semble vraiment se dresser tout seul, et il se distingue aujourd'hui autant qu'il le faisait pour les gens il y a des centaines d'années. Naturellement, la montagne attire les gens depuis aussi longtemps qu'il y a des personnes pour la voir. Il y a plus de 8000 ans, des personnes posèrent déjà le pied sur ces pentes, laissant derrière elles des outils, des camps et des abris qui ont été retrouvés depuis. Une pratique amérindienne consistait à brûler le bas de la montagne pour créer des prairies. Ces prairies attiraient alors la faune, faisaient pousser des plantes et devenaient des espaces utiles pour les cérémonies et les rassemblements. Cependant, il était improbable que quelqu'un alors ait gravi si haut la montagne. Ces falaises abruptes rendèrent l'ascension difficile, et les Amérindiens y étaient aussi opposés pour des raisons culturelles. Bien avant les événements choquants de notre histoire, à la fin du XVIIIe siècle, les Européens ont commencé à envahir la région et eux aussi ont remarqué la haute montagne solitaire. Plusieurs pays ont revendiqué sa possession, dont l'Espagne, l'Angleterre, la Seychelles, la Russie et les États-Unis. Après des traités au XIXe siècle, elle a été renommée Mont Rainier et officiellement intégrée aux États-Unis. À la même époque, l'intérêt pour l'escalader a commencé à croître. À notre connaissance, personne ne l'avait fait auparavant. La première tentative date de 1857. Un officier germano-américain nommé August Valentin Kautz a mené une expédition pour atteindre le sommet avec 4 autres soldats et un médecin. Malgré la taille et l'expérience du groupe, ils ont échoué. Le voyage s'est révélé bien plus long et exigeant qu'ils ne l'avaient prévu, et sans suffisamment de provisions, ils ont dû faire demi-tour. 13 ans plus tard, le sommet fut tenté à nouveau. Cette fois, c'était le duo d'alpinistes Hazar Stevens et Philemon Beecher Van Trump. Lorsque le duo arriva dans l'État de Washington, ils rencontrèrent un homme de la tribu Yakama nommé Sluiskin, qui connaissait bien la région et accepta de voyager avec eux en tant que guide. Le trio installa son campement au pied de la montagne, près d'une cascade. Ils nommèrent la cascade Sluiskin Falls, un nom qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Tout semblait se dérouler comme prévu. Cependant, une fois qu'ils atteignirent à la limite des neiges, les choses changèrent soudainement. Sluiskin refusa d'aller plus loin. Il raconta une histoire incroyable sur son grand-père qui aurait essayé d'escalader la montagne il y a des années. Selon Sluiskin, son grand-père avait presque atteint le sommet, mais il tomba sur un esprit maléfique qui l'effraya et le fit fuir. Personne, disait Sluiskin, n'avait jamais essayé d'escalader la montagne depuis. Stevens et Van Trump étaient allés trop loin pour faire demi-tour maintenant. Ils ont choisi de braver la haute montagne sans leur guide, qui a dit qu'il attendrait pendant 3 jours. Pas plus, pas moins, près de leur camp à la base. Stevens et Van Trump ont réussi à gravir les 10 000 premiers pieds, mais les choses ont rapidement changé après cela.
À des altitudes plus extrêmes, avec la neige, la glace et d'immenses crêtes abruptes, l'ascension est devenue à la fois épuisante et terrifiante. Imaginez-vous suspendu à 12 000 ou 13 000 pieds sur une falaise glissante, obligé de grimper lentement sans savoir si quelqu'un pouvait survivre. Ces deux-là devaient être vraiment déterminés, et cela a porté ses fruits. Pour la première fois dans l'histoire enregistrée, Hazar Stevens et Philemon Beecher Van Trump ont posé le pied au sommet du mont Rainier, l'un des points les plus élevés de tout le continent. Ils avaient réussi à le faire sans voir aucun esprit maléfique non plus, mais leur travail était loin d'être terminé. Stevens et Van Trump sont alors devenus les premières personnes à découvrir la pire partie de l'ascension du mont Rainier, la descente. C'était une découverte importante qui referait surface de nombreuses années plus tard, en 2012, mais nous y reviendrons dans un instant. Lors de la descente, Van Trump a glissé. Il a dévalé 12 mètres avant de s'arrêter. En chemin, il a reçu une grande et profonde entaille à la jambe. Sans aucun doute, cette frayeur leur a presque causé une crise cardiaque à tous les deux, mais au final, ils ont survécu. Van Trump et Stevens sont finalement revenus en boitant jusqu'au camp où Sluiskin les attendait. Apparemment, même s'il est difficile de dire si c'est vraiment vrai ou non, Sluiskin a d'abord cru qu'ils étaient à des fantômes. Van Trump et Stevens furent sans doute les premiers à découvrir ce que beaucoup allaient bientôt trouver. Le mont Rainier est une chose traîtresse et terrifiante à affronter. Avançons rapidement jusqu'en 2012. C'est un monde différent, mais la montagne reste inchangée. Aujourd'hui, chaque année, plus de 10 000 personnes tentent d'atteindre le sommet. Malheureusement, en 2012, plus de 400 personnes étaient déjà décédées. À la fin du printemps de cette année-là, un conseiller d'admission de l'université Baylor, au Texas, élaborait un plan. Ross Van Dyke avait vécu l'an dernier une aventure effrayante mais palpitante, qui lui avait donné envie d'en vivre d'autres. Lorsqu'il ne travaillait pas à l'université Baylor, Ross était un passionné de grands espaces, et il n'y avait peut-être rien de plus excitant pour lui que d'escalader un sommet de montagne lointain et imposant. Ross avait parcouru les 3200 km jusqu'au mont Rainier en 2011 et avait tenté d'atteindre le sommet, mais à cause du mauvais temps, la tentative avait été annulée. Il avait donc vraiment hâte d'y retourner et cette fois, il espérait emmener quelques amis avec lui. La première personne sur sa liste était probablement son ami Stuart Smith. Smith était avocat le jour, mais un alpiniste très expérimenté la nuit. Il était en fait un meilleur alpiniste que Ross. Il avait escaladé certaines des plus hautes montagnes du monde, y compris la plus haute, le mont Everest. Ross devait convaincre Stuart de rejoindre l'équipe. Ross a aussi contacté Claire Colkin et Stacy Wren alors en dernière année à l'université Baylor. Stuart Smith a aussi invité sa nièce Noël. Donc, au total, cela formait un groupe de 5 personnes. Ross Van Dyke, Stacy Wren, Claire Culkin et Stuart et Noël Smith. On ne peut pas retrouver l'ancienne discussion pour revoir toute la conversation, mais le groupe a finalement accepté de voyager au mont Rainier en juin et d'essayer de l'escalader ensemble. Ils ont aussi accepté de faire du mont Rainier un entraînement pour une ascension plus ambitieuse ensuite, le Denali en Alaska. Ross Van Dyke en particulier a prêté une attention très particulière à la météo. Il savait que le mont Rainier était réputé pour son climat extrême et ses tempêtes soudaines. Il s'est rendu compte qu'il y avait une courte fenêtre, d'environ 3 jours, au milieu du mois de juin, où les conditions allaient très probablement être parfaites. Les 5 ont tous acheté des billets d'avion, réservé des hébergements et préparé leur matériel. Les choses se sont corsées à l'arrivée du groupe le 19 juin. Le mont Rainier n'est pas la montagne la plus haute du monde, mais c'est l'une des plus proéminentes. Cela signifie qu'il se détache beaucoup du paysage environnant, plus que toutes les autres montagnes, sauf 20 sur la planète. C'est incroyablement impressionnant quand on se tient à sa base, car on se trouve sur un terrain qui n'est qu'à 300 à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, et on regarde droit vers un sommet qui dépasse les 4200 mètres d'altitude. Si vous n'étiez pas nerveux à l'idée de l'escalader avant, vous allez certainement le devenir à ce moment-là. Sur un parking du parc national du mont Rainier, Stacy Wren a demandé à un inconnu de prendre une photo rapide de 5. Tout le monde souriait et était enthousiaste, mais seulement quelques jours plus tard, ce serait tout le contraire. Bien que Stuart Smith soit le plus expérimenté du groupe, à notre connaissance, Ross Van Dyke était le seul des 5 à avoir déjà tenté d'escalader le mont Rainier.
Il était tout à fait naturel que Van Dyke emmène son iPhone lors de l'ascension dans le but de prendre des photos au fur et à mesure. Ces photos allaient en plus tard raconter une histoire remarquable, mais bien plus sombre et troublante que ce à quoi quiconque s'attendait. Avant de tenter d'atteindre le sommet, le groupe devait d'abord rejoindre le camp de base. Le camp de base le plus utilisé sur le mont Rainier est le camp Muir, qui se trouve sur le versant sud-est de la montagne. Le camp se trouve bien au-dessus de la ligne de neige. Il se compose de plusieurs anciens abris en pierre et en bois, bien que la plupart de ceux qui passent la nuit préfèrent camper sous tente. Beaucoup de gens relèvent le défi de simplement randonner jusqu'à ce campement, puis de faire demi-tour. Le tourisme du Mont Rainier qualifie le sentier de difficile sur leur site web et conseille que le trajet prend au moins 8 à 10 heures. Les 2 derniers kilomètres du trajet sont couverts de neige toute l'année. Vous pouvez imaginer que si vous passez 8 à 10 heures à randonner, en grande partie dans la neige, et que vous vous retrouvez en haute altitude où l'air est très rare, vous allez être fatigué. Donc, beaucoup de gens s'arrêtent là. C'est vraiment un grand défi en soi. Ce groupe a finalement opté pour un itinéraire personnalisé, encore plus difficile. Le premier jour, ils ont grimpé jusqu'au glacier Emmons, à près de 8000 pieds d'altitude. De là même à la tombée de la nuit, ils ont continué et sont arrivés dans une zone appelée Sherman Flats. Sherman Flats se trouve au sommet d'un glacier à environ 10 000 pieds d'altitude. Imaginez faire tout cela en une seule journée de randonnée. Les 5 membres du groupe ont tous atteint le camp de base, mais après cette marche difficile, l'une d'entre eux, Claire Culkin, a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Cela aurait pu être plusieurs choses, peut-être l'altitude. Cela aurait pu être de l'épuisement, peut-être qu'elle était malade, ou bien une combinaison des 3. Mais après en avoir discuté avec le groupe, Claire a décidé qu'elle ne voulait pas grimper plus loin. Je suis sûr qu'il y a eu de la déception chez tout le monde, mais comme vous pouvez l'imaginer, le reste du groupe voulait vraiment continuer. Et ils se sont dit qu'à 4, ils avaient encore assez de force pour atteindre le sommet. Claire a préféré rester à Sherman Flats et continuer à camper, et elle avait une paire de jumelles pour observer les autres pendant qu'ils montaient au plus haut sur la montagne. Ce soir-là, Ross Van Dyke a pris un selfie depuis le camp de base montrant leur tente en arrière-plan. On peut clairement voir que l'endroit où il campe est bien au-dessus des nuages. Tôt le lendemain matin, il est parti avec Stuart Smith, Noel Smith et Stacy Wren, quittant le camp pour se diriger vers le sommet de la montagne qui les dominait encore. Il leur restait encore 1200 mètres à gravir et ce seraient de loin les 1200 mètres les plus difficiles et les plus dangereux de tout le voyage. Ce n'était plus une simple randonnée. Chaque membre du groupe était équipé de crampons sur ses bottes et de bâtons dans ses mains gantées. Les 4 étaient également attachés les uns aux autres avec une corde pour des raisons de sécurité. Une photo prise par Ross Van Dyke le 21 juin montre Stacy Wren et Noel Smith gravissant lentement la dernière portion du mont Rainier. Après 6 longues heures, tout le groupe y est parvenu et ils sont tous arrivés sains et saufs. Stacy et Noel étaient sûrement très heureux. Tous deux venaient d'obtenir leur diplôme, Noel au lycée et Stacy à l'université Baylor, donc réussir l'ascension semblait être la célébration symbolique idéale. Stacy a reconnu plus tard que c'était sa montée la plus difficile malgré son expérience en escalade dans les montagnes du Colorado. Malheureusement, la joie de ce moment n'était qu'à 1 heure de la douleur, de la souffrance et de la terreur. Les vues étaient à couper le souffle, comme vous pouvez le voir sur certaines des photos de Ross, mais le sommet n'est pas un endroit où il faut s'attarder. Même si la météo avait été clémente jusqu'à présent, Ross et le groupe savaient qu'elle pouvait changer à tout moment. Ils devaient redescendre la montagne et retrouver Claire Culkin. Claire a observé avec ses jumelles et affirme les avoir vues atteindre le sommet depuis le bas. Elle était donc impatiente de les retrouver elle aussi et elle les observait du mieux qu'elle pouvait pendant qu'ils commençaient à redescendre. Le trajet de retour devait prendre plusieurs heures. Au début, tout semblait bien se passer. La catastrophe est survenue sans avertissement. À 300 mètres sous le sommet, environ 1 heure après avoir entamé leur descente, le cauchemar a commencé. Dans une interview de podcast incroyable que je mettrai en lien dans la description, Stacy Wren en parle de son point de vue. Donc, nous avions des piquets que nous placions tous les X mètres. Et nous faisions passer notre corde à travers eux pour que, si quelqu'un tombait, cela arrête notre chute. On s'assurait d'être en sécurité là parce que c'était une partie difficile de l'ascension.
La personne devant avait fini la traversée. Il se trouvait sur une zone plus sûre du glacier que les autres rejoignaient. Et j'étais à l'arrière, donc ils se sentaient en sécurité là où ils étaient. Nous étions presque à court de broches à glace, elles étaient toutes à l'avant, aucune à l'arrière. En groupe, nous avons décidé de ne pas mettre une autre broche à glace et de simplement tirer notre matériel. On fera vraiment attention, on va bien. En fait, j'avais très peur car je n'étais pas sur la zone sûre du glacier, n'est-ce pas ? C'était encore assez raide. Mais tu ne veux jamais être le maillon faible, surtout quand tu es le plus jeune. Surtout en tant que femme, tu ne veux jamais être celle qui dit « j'ai peur » ou « je me sens lente » ou « je ne me sens pas capable de faire ça ». Mais je n'ai rien dit, j'ai juste répondu « oui, ça me va ». Retirons le piquet. Et c'est là que tout a mal tourné. Stacy a fait ses 2 pas suivants après qu'ils aient retiré leur équipement. Et quand elle a posé son crampon, il n'a pas mordu dans la glace, il a glissé et même si elle a désespérément essayé d'utiliser son piolet pour s'auto-arrêter et s'accrocher à la neige et à la glace pour stopper sa chute, rien n'a pu arrêter sa glissade le long de la montagne. Et comme ils étaient tous encordés ensemble, la force de sa glissade a entraîné les autres comme un effet domino. Tout le groupe a soudainement été arraché de ses appuis et ils glissaient tous ensemble le long de cette montagne extrêmement raide et très haute. C'était presque le pire scénario, mais la situation a empiré car le groupe était juste au-dessus d'une énorme crevasse. Ces obstacles mortels sont mieux décrits comme des canyons de glace. La fissure peut être assez large, mais plus important encore, le fond peut être très profond, parfois jusqu'à 45 mètres. Plus de 10% des décès en alpinisme sont dus à une chute dans une crevasse. Donc, les 4 glissèrent de façon incontrôlable le long de la montagne, droit vers cette crevasse massive. Et le bord de la crevasse avait littéralement la forme d'une rampe. Croyez-moi, la dernière chose que vous voulez voir quand vous glissez sur une montagne glacée, c'est une rampe. Mais c'est ce qu'ils ont vu. Ross Van Dyke se souvient avoir immédiatement pensé à sa femme et s'être dit « Et c'est la fin. C'est ainsi que je vais mourir. » Ils ont tous sauté de cette rampe de glace et se sont retrouvés en l'air. Stacy Wren pensait qu'ils avaient pris 3 mètres d'air. Elle était convaincue qu'ils allaient y mourir et un étrange sentiment de calme l'a envahie alors qu'elle était en l'air. Elle a dit « Je me souviens d'avoir été en l'air et d'avoir pensé « c'est fini, c'est la fin, on va vraiment mourir ». Et je me souviens d'avoir été en paix, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Contre toute attente, devant cet enchevêtrement d'alpinistes hors de contrôle, a franchi la crevasse et s'est écrasé de l'autre côté. Stuart Smith et Ross Van Dyke ont tous deux réussi à ce moment-là à coincer leur piolet dans la paroi de la montagne, ce qui a semblé arrêter la chute. Van Dyke a remarqué que sa bouche saignait. Quelques instants plus tard, il a remarqué autre chose. Le groupe de 4 n'était plus que 3. Noel Smith manquait à l'appel. Après 1 minute de recherche, ils ont trouvé une petite crevasse proche où Noel était suspendu la tête en bas par une corde. Ce fut un soulagement, presque un miracle qu'elle soit en vie. Non seulement cela, mais le groupe allait plus tard se rendre compte que sa chute accidentelle dans la crevasse les avait probablement tous ancrés à la montagne et leur avait sauvé la vie. Ce n'était pas encore un vrai soulagement. Le groupe avait été gravement blessé par la chute et pire que tout, Noel était complètement coincé et en grand danger. Par un coup de chance, un alpiniste du Montana nommé Pierre se trouvait à proximité sur la montagne et a vu le groupe en difficulté. Formé à la médecine en milieu sauvage, il s'est approché et a pu venir en aide au groupe blessé. Au même moment, Ross Van Dyke a tenté désespérément d'appeler le 911, mais il n'a pas réussi à trouver suffisamment de réseau. Héroïquement, malgré une jambe déboîtée, il s'est traîné plus haut sur la montagne et a finalement réussi à passer l'appel. On a dit à Van Dyke qu'ils avaient 90 minutes avant l'arrivée des Rangers. Tout semblait aller pour le mieux, mais ils ne savaient pas que le pire accident de la journée était encore à venir. Des milliers de pieds plus bas, les rangers grimpeurs du service des parcs nationaux se préparaient à gravir la montagne au plus vite. Le trajet de la base au sommet prend souvent 3 jours. Les rangers espéraient arriver près du sommet en moins de 2 heures. L'un des 4 rangers intervenants était Nick Hall, âgé de 33 ans. Hall était chargé de la civière de secours, plaçant les alpinistes blessés dessus pour qu'ils soient hissés dans un hélicoptère. C'était une tâche très difficile.
Hal ne devait pas seulement escalader le mont Rainier à une vitesse de classe mondiale, il devait ensuite rester perché sur une pente glacée inclinée à 35 degrés tout en luttant avec une grande civière en plastique qui était tirée dans toutes les directions par des vents soufflant à 65 km à l'heure. Comme si cela ne suffisait pas, alors qu'il approchait du site de sauvetage, il avait également un hélicoptère Chinook juste au-dessus de lui, projetant encore plus de vent sur lui. Un autre garde forestier, surveillant Hall, a rapidement passé un appel glaçant au centre des opérations. L'appel s'est déroulé ainsi. Garde forestier, d'accord? Là, ça devient vraiment sérieux. Les hélicoptères 62 descendaient la civière vers Hall et Hall, qui a ensuite glissé sur le glacier Emmons après avoir perdu contact avec le sol. Nous n'avons plus de contact avec Hal. Centre des opérations, avez-vous contacté Hall? Ranger, négatif. Il allait à une vitesse très élevée. Il était hors de contrôle et je l'ai vu décoller d'un Sirac à un moment donné. Donc, tout comme les 4 alpinistes du Texas quelques heures plus tôt, et comme Philemon Beecher Van Trump il y a de nombreuses décennies, le garde forestier Nick Hall avait glissé et dévalait maintenant la pente mortelle du mont Rainier. Mais à la différence des autres, il n'aurait pas cette chance. Après avoir été projeté d'un bloc de glace, Nick Hall a été lancé à 10-12 mètres dans les airs. Sous lui, un brouillard épais causé par la tempête s'étendait. Les Rangers ont regardé avec horreur alors que Nick disparaissait dans le brouillard. Van Dyke se souviendra plus tard qu'il s'est passé quelque chose pendant que lui et ses amis étaient en train d'être secourus. Quelque chose qui a choqué tous les Rangers mais qu'ils ont refusé de lui dire ce que c'était. Ce n'est qu'une fois descendus en sécurité par hélicoptère que les Rangers ont annoncé aux alpinistes qu'un des leurs était tombé. Lors du sauvetage initial, seuls 3 des 4 alpinistes bloqués ont pu être descendus en toute sécurité. Stacy Wren a été la dernière à être prise en charge, étant la moins blessée du groupe. Mais alors qu'on l'a placée sur la civière, une rafale descendante a commencé à pousser l'hélicoptère vers la montagne. Apparemment, il s'est approché tellement près que les Rangers au sol ont craint le pire et se sont littéralement jetés sur Stacy pour la protéger. Un système orageux arrivait rapidement, apportant de la neige épaisse et des vents violents. Heureusement, la catastrophe a été évitée cette fois, mais cela a obligé l'hélicoptère à retourner à la base de la montagne. Stacy Wren et 2 gardes forestiers ont passé la nuit sur la montagne, si tu peux le croire. Si tu peux te mettre à sa place, elle était déshydratée, elle souffrait d'hypothermie. Elle n'avait rien mangé depuis longtemps, elle était absolument épuisée. Au matin, ils se sont réveillés dans un épais brouillard, rendant tout sauvetage en hélicoptère impossible. La seule option qui leur restait était de redescendre la montagne par leurs propres moyens pour retrouver la sécurité. Apparemment, Stacy a demandé aux Rangers à un moment donné de la laisser sur la montagne. Elle aurait dit « Eh, pouvez-vous juste me creuser un trou et me laisser ici? J'en ai fini. » Bien sûr, ils ont refusé et tous 3 ont finalement réussi une descente très difficile jusqu'à la base de la montagne par tempête de neige et visibilité nulle. Contre toute attente, les 4 alpinistes du Texas avaient survécu. Ils ont retrouvé Claire Culkin, qui devait probablement être partagée entre le soulagement de ne pas avoir fait l'ascension avec eux et l'horreur de ce qui s'était passé. 3 des 4 personnes impliquées dans l'accident ont dû être hospitalisées. Ils ont été emmenés au centre médical militaire Madigan près de Tacoma, à environ 1 heure du mont Rainier. Ross, toujours photographe, a immortalisé ses blessures faciales impressionnantes alors qu'il se reposait dans un lit d'hôpital. Le groupe d'alpinistes du Texas était traumatisé, mais ils allaient finalement s'en sortir. On ignorait toujours ce qui était arrivé au garde forestier Nick Hall ou où il se trouvait. Le temps ne s'est pas dégagé avant 2 semaines supplémentaires. Finalement, une fois les conditions redevenues sûres, les gardes forestiers sont remontés à bord d'un hélicoptère Chinook et sont retournés sur les lieux de l'accident. Sans surprise, il n'y avait aucune trace de Nick Hall, pas même un indice qu'il ait jamais été là. Après avoir passé un certain temps à survoler la zone à la recherche, les gardes forestiers ont finalement repéré une petite forme sombre, immobile, à près de 900 mètres en contrebas de l'endroit où Nick Hall avait été vu pour la dernière fois. En s'approchant aussi près que possible avec l'hélicoptère, ils ont pu distinguer qu'il s'agissait d'une personne de probablement Hall, mais ils n'en étaient pas certains. Ils ont descendu un garde forestier au sol qui s'est approché à pied et c'est alors, tragiquement, qu'ils ont eu la confirmation qu'il s'agissait de Nick Hall. Il n'avait pas survécu à la chute. Les gardes forestiers pensent qu'il a chuté d'environ 730 mètres après avoir été projeté du Sirac. Pour vous donner une idée de ce que cela devait représenter,
C'est à peu près comme tomber du 144e étage du Burj Khalifa à Dubaï. L'histoire avait déjà été largement couverte par les médias, mais après l'annonce de la mort du garde forestier, elle a attiré encore plus d'attention. Des podcasts sur les activités de plein air ont parlé de l'histoire. Les chaînes d'information ont fait de nombreux reportages. Pendant un certain temps, les amis venus du Texas et feu le garde forestier Nick Hall sont devenus célèbres, mais pour la dernière raison au monde pour laquelle on voudrait l'être. Le service des parcs nationaux a mené une enquête et publié un long rapport sur la catastrophe, en mettant particulièrement l'accent sur l'explication des circonstances ayant conduit à la mort prématurée et tragique d'un garde forestier lors du sauvetage d'autres personnes. Plusieurs causes ont été identifiées, la plus surprenante étant que Nick Hall n'avait pas emporté de piolet, ce qui aurait très bien pu l'aider à arrêter sa glissade. Le rapport a également mentionné des problèmes liés au fait qu'il n'y avait que 4 gardes forestiers pour tenter de secourir 4 alpinistes et que l'opération était quelque peu désorganisée, sans chef d'équipe clairement désigné. Les tragiques événements du 21 juin 2012 resteront gravés dans l'histoire sombre du Mont Rainier. C'est l'un des pires accidents jamais survenus là-bas, voire sur n'importe quelle montagne ailleurs. Et ce qui le rend finalement si tragique et si difficile à accepter, c'est qu'avec une meilleure préparation et un peu plus de prudence, tout cela aurait probablement pu être évité. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.